Ouais. Avec, donc, pour en parler avec nous, Catherine Beck, DRH SLB et coordinatrice du pilier compétences d'Eden. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Catherine, Johan Boustier, bonsoir Johan, vous êtes directeur de Delta Nov et de Cableton, dont on a parlé donc. Bonsoir. Parfait, oui, ça, tout ça, on en a parlé pendant le débat. Oui. On a également Lisa Morlot, chargée de recrutement à France Travail Béziers, avec une forte industrie. Donc, votre directeur Frédéric Ferry, directeur de l'agence France Travail Béziers Cabicol, est présent dans la salle et nous le saluons. Et Lionel Torres, que je n'ai pas vu, mais qui est là. Ah mais si, oui, pardon. Directeur de Polytech, directeur de Polytech Montpellier, président aussi de la commission transition écologique et sociétale à la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Je crois que je suis bon. Et donc Polytech s'implante à Béziers très prochainement. Sarah. Oui, on va commencer par le constat et sur les difficultés de recrutement dans l'industrie. C'est un vrai sujet. Lisa Morlot, Catherine Beck, quels sont les métiers en tension avec des difficultés de recrutement en ce moment sur le Biterrois? Et surtout, quelles sont aussi les compétences futures qui vont être de plus en plus recherchées dans l'industrie? Et je pense notamment donc, aux secteurs qui sont en pleine croissance. On a l'aéronautique, l'éolien offshore, le nucléaire. Voilà, c'est quel giron de métiers qui se profilent? Ce qui est important, c'est qu'on a une base de métiers qui est commune entre tous les industriels. L'industrie, pour vous donner un exemple très concret, aura toujours besoin de techniciens de maintenance. Et aujourd'hui, c'est le métier, à mon avis, le plus en tension. On en a parlé encore ce matin en réunion avec Frédéric Ferry, et c'est un des métiers emblématiques de la tension que l'on peut vivre. On est industriel, on a des équipements, quel que soit. Parce que l'industrie, c'est large. Hein. L'industrie, c'est pas que de la mécanique, c'est de l'industrie pharmaceutique, c'est de l'industrie agroalimentaire, c'est de l'industrie. Donc, on a des équipements. Et donc, le métier vraiment le plus emblématique, c'est le technicien de maintenance. Après, nous aurons toujours besoin d'avoir des qualiticiens, parce que tous nos produits, ou quels que soient nos process, nous avons besoin d'avoir des contrôles qualité. Ça fait partie des deuxièmes métiers qui sont en tension. Et ensuite, nous avons, pour optimiser nos process, être plus compétitifs, nous avons besoin d'avoir de lignes automatisées, et nous avons le troisième top 3 des métiers en tension qui sont les conducteurs de ligne, et qui vont être tous ces métiers sont communs à toutes nos industries. Nous ne parlons pas que de l'industrie de la métallurgie, il y a la pharmacie, il y a l'agroalimentaire, tout ça, l'industrie est vaste, et on ne le dit pas assez souvent. Lisa ? Je confirme effectivement que ce sont les métiers sur lesquels on a réfléchi quand on a lancé le parcours de réussite dont on va parler. Et c'est vrai qu'on a voulu trouver un tronc commun de métiers les plus en difficulté. Et c'est ceux qui rencontraient le plus de difficultés sur nos offres d'emploi, effectivement, parce qu'il y a une compréhension des métiers, mais connaissance des métiers. Et c'est vrai que les fiches de poste, elles n'attiraient pas nos publics parce que je pense qu'elles étaient incomprises aussi. Donc les besoins industriels est-ce qu'on peut dire qu'ils sont difficiles à pourvoir, ou finalement est-ce qu'on y arrive? Enfin, c'est quoi le niveau de difficulté pour pourvoir les postes pour les entreprises actuellement à Béziers? Qu'est-ce que vous vivez au quotidien? Il y a deux niveaux de Qu'est-ce qu'elles vous disent les entreprises? On galère, on n'y arrive pas, ou elles y arrivent finalement? Enfin... Non, déjà l'industriel il dit toujours qu'il n'y arrive pas parce qu'il faut qu'on l'accompagne. Mais il y a deux difficultés. Il y a la difficulté des publics qu'on n'a pas sur le territoire parce qu'on sait qu'on n'a pas les ressources, hein, et la difficulté aussi de ce que nous confient les industriels. Parce que je pense que lassés aussi par le fait de ne pas trouver les publics, les offres d'emploi n'arrivent pas tout le temps chez nous aussi. Donc il y a ces deux difficultés-là. La difficulté de confier le besoin parce qu'on pense qu'on va peut-être dans tous les cas pas trouver, ou que ça va générer trop de travail pour trier les candidatures qui ne seront pas de toute façon conformes à leurs attentes. Et la difficulté aussi du manque de compétences sur le territoire. Ce sont ces deux difficultés-là. Parce que clairement, on n'a pas de public qualifié sur le territoire pour voir les besoins. Catherine Beck, rapidement, donc on est en fin de cours. Pouvez-vous nous rappeler les 5 piliers d'Eden? Quel est l'objectif poursuivi aussi par Eden? En expliquant justement en quoi Eden est une solution par rapport à ce constat que vous venez de poser. Alors, vous avez 2 minutes.
C'est ça? Ah, Oui, oui. voilà. Et oui, parce qu'il y a des messieurs sur l'aile gauche là-bas qu'il faut entendre aussi. Oui, mais... Et après, il y a l'apéro. Je voudrais vous parler d'Eden, mais rapidement, parce que c'est tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent, c'est la synthèse de tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Toutes les personnes que vous avez vues avant, beaucoup sont membres de l'Eden. Et Eden, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire que c'est un endroit idyllique. Donc ça, tout le monde le sait. Eden, c'est quoi? Avec ses piliers, Eden, écosystème. Je l'ai entendu. L'écosystème, ça veut dire travailler ensemble. Écosystème durable, ça veut dire pérenniser les process que nous mettons en place ensemble pour pouvoir mieux porter les efforts que nous devons faire pour des énergies naturelles, des énergies... Bon, j'ai entendu parler d'électricité, mais moi j'ai envie de vous parler des énergies humaines. J'ai envie de vous parler des énergies qu'on déploie avec tous les partenaires privés, publics, tout le monde autour de cette envie de faire, d'avoir une énergie consentie. C'est ça mon énergie naturelle. Moi, c'est ça l'Éden. L'Éden, c'est ça, et c'est tout ce que vous avez entendu, on le fait. Tout ce que vous avez entendu, parce que toutes les personnes que vous avez vues font partie de l'Éden, pratiquement. Ce sont nos partenaires. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 piliers, foncier et infrastructure. On en a parlé, ça, ce sont des piliers plutôt où on partage, on communique, on tient au courant. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire ça, on va le faire où? À Mazerin, il y aura de la place pour tout le monde? Oui, c'est le ZAN dont vous avez parlé, qui est le premier miracle de l'Éden, ça a marché. On fait quoi? De l'infrastructure, on communique. Pourquoi? Parce que pour que nos acteurs, nos partenaires publics puissent prendre les décisions adaptées aux besoins du territoire industriel. Donc, infrastructure, foncier, ça marche. Ensuite, nous avons 3 piliers où là, on est plus dans un partenariat encore plus opérationnel, parce qu'on fait un pilier attractivité, vous en avez parlé. C'est quoi? C'est de porter tous ensemble les entreprises. Qu'est-ce qu'on fait? On fait visiter nos entreprises aux partenaires de l'emploi et de la formation. Les 2 minutes sont passées là, rapidement. Les prescripteurs, ils ne veulent pas qu'on les appelle comme ça, mais on leur fait visiter les entreprises. On prend les 3e, on prend des stages. Donc on essaye de dire que c'est plus germinal, même s'ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ensuite, on fait les compétences. Vous en avez parlé aussi. C'est-à-dire qu'on met en place le bac -3 à bac +5 à Béziers, et Lionel vous en parlera. Et on fait l'innovation. L'innovation, Muriel en a parlé, l'innovation c'est la recherche du chaînon manquant dans toute cette énergie que nous avons créée. Voilà, j'étais un peu longue, ça valait le coup, non? Merci Catherine. Lisa Morlot, au niveau national, en termes de parcours de formation, en quoi Eden justement est innovant? Concrètement, qu'est-ce qu'il y a chez Eden qu'il n'y a pas ailleurs, en fait? Qu'est-ce qu'il y a à Béziers là dans le fonctionnement? Non, mais concrètement. Ce qui est très très novateur, c'est déjà le travail collectif de chacun. Ce dispositif, donc on a créé un dispositif qui s'appelle le parcours de réussite Eden, donc qui est issu de l'Eden et de l'énergie que nous a donné Eden, pour qu'on puisse, nous, France Travail, répondre aux besoins avec la région, répondre aux besoins des industriels. On en a parlé tout à l'heure, vous me demandiez pour les offres d'emploi, on avait tout le temps la réponse la question, vous n'avez pas la compétence, vous n'avez pas les publics. Il fallait qu'on trouve une solution pour ça. La solution, c'était de former les candidats. Parce que certes, on n'avait pas les publics qualifiés, par contre, des publics, on en a. Et des demandeurs d'emploi, on en a et on en a beaucoup. Donc ces gens-là, ils ne trouvent pas d'emploi. Et ces industriels, ils ne trouvent pas de candidats. À un moment donné, il fallait trouver le pont entre les deux. Et le pont, c'était le parcours de réussite Eden. C'était de trouver un dispositif où on allait tous ensemble œuvrer pour répondre aux besoins des industriels. Donc c'est passé par, dans la nouveauté, c'est passé par le fait que 3 organismes de formation décident de travailler ensemble. Travailler ensemble, ça veut dire partager le gâteau, ça veut dire financièrement aussi se mettre d'accord, et ça, c'était pas fait. Ça a été aussi dans le côté novateur, c'était de se dire qu'on allait former sur Béziers. Parce que le seul endroit où on pouvait former avec l'UMM, c'était Bayargues. Et même si tout à l'heure vous disiez que les Montpelliérais peuvent aller à Béziers pour chercher de l'emploi, les Biterrois, ils ne se déplacent pas trop pour trouver l'emploi. Donc il fallait former sur Béziers parce que la mobilité, c'est un problème. En tout cas, pour nos publics, c'est un problème. Et trouver une formation qui pouvait permettre à nos publics de se former sur le territoire pour trouver un emploi, et après, pourquoi pas bouger, une fois qu'ils avaient un emploi et que du coup la situation financière est différente, pourquoi pas bouger, ça c'était très, très innovant aussi. Et la dernière nouveauté, c'était
convaincre nos industriels de faire un pas de côté et de recruter autrement. Et ça, c'était... Ah ben moi j'ai besoin aussi de 2 minutes pour c'était de dire aux industriels... Catherine Beck, vous m'aviez dit c'est passé de chasseur-cueilleur à jardinier, je crois. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, ça veut dire quoi? Le process de recrutement qu'ont les industriels, et pas que quand même, c'était de se dire j'ai besoin là lundi matin d'un gars qualifié. Il me le faut lundi matin, on est vendredi, il me le faut lundi matin. Et ça, c'est dur, et c'est pas facile. Ça marche une fois, 10 fois, ça peut marcher. Mais ça marche sur du one-shot, en fait. Et on peut pas pérenniser la relation comme ça, parce que on le pique sur notre entreprise, on le fait venir, mais finalement, il repart parce que c'est pas sa région. Donc, devenir jardinier et pas chasseur-cueilleur, c'est recruter autrement, c'est le terme qu'on emploie nous aussi. C'est se dire, tant pis, j'aurai pas quelqu'un qui sera opérationnel, donc rentable, dès mon lundi matin, mais je vais investir sur le territoire. Et là, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de la jouer collectif et d'être tous ensemble. J'investis sur la compétence, j'accepte de prendre quelqu'un dans mon entreprise, de le former à mes méthodes, d'être aidé par la région et France Travail pour accompagner cette formation, bien sûr, mais j'accepte de le former au métier industriel, de l'acculturer au métier industriel et après de le former à mon entreprise pour que soit il vienne travailler chez moi, et c'est ce que l'on souhaite avec un contrat de professionnalisation, mais au pire, enfin pas au pire des cas, mais dans tous les cas, il aura la compétence sur le territoire et il pourra aller aussi dans d'autres entreprises. Et ça a été le premier acte partenarial que l'on a fait il y a 2 ou 3 ans, c'était de se dire que les industriels travailleraient ensemble et se partageraient les compétences. Le but aussi originel à la base, c'était que Genvia pouvait faire peur à des PME et que ne prennent pas les compétences déjà en place sur des industries présentes depuis des années. Je ne dirais pas que c'était le but, mais c'était la locomotive, mais c'est vrai que c'était l'inquiétude de se dire... l'un des déclencheurs, peut-être, on va dire, pour parler plus... Bien sûr. Okay. L'inquiétude, c'était de se dire qu'il y a une grosse usine qui va se créer, une grosse structure qui va donner envie. Et du coup, le but, c'était pas d'aspirer les salariés. Peut-être, non, juste peut-être en chiffres, c'est quoi le premier bilan d'Eden en termes de personnes en stage, recrutées il y a eu combien de promotions? On est amené à la 3e session du dispositif. Sur chaque session, on a vu entre 200 et 250 personnes à chaque fois. Pour la première session, il y a eu une vingtaine d'embauches. 18 exactement. Pour la 2e session, 30 ans. Et là, on est en cours sur la 3e. Il y a à peu près entre 15 et 16 entreprises qui sont engagées sur le dispositif, qui du coup nous confient leurs besoins pour qu'on puisse les aider à recruter et à former des candidats. Et après, vous m'aviez demandé, je ne sais plus, non, je pense que j'avais pas. Non, c'était ça. Et il faut toujours s'adapter suivre la demande des entreprises, qui est fluctuante. Je crois que vous vous êtes vu ce matin là-dessus pour en parler. Qu'est-ce que ça raconte, l'évolution de la demande des entreprises? Parce que ce dispositif, il ne repose que sur les besoins des industriels. C'est-à-dire qu'en fait, on crée et on ouvre des places de formation et on finance une formation qu'en fonction du besoin. Si une entreprise nous confie 5 besoins, il y a 5 entrées en formation. Les personnes qui rentrent en formation rentrent uniquement parce qu'elles sortent avec un emploi derrière. D'accord. Les besoins fluctuent, oui, parce que, excusez-moi, oui, les besoins fluctuent et on a élargi les métiers en fait. On a parlé tout à l'heure des différents de la métallurgie, la pharmacie. Effectivement, les métiers en tension dont on a parlé, même s'ils peuvent avoir la même appellation, chaque entreprise a son technicien de maintenance ou son contrôleur qualité. Donc en fait, il a fallu qu'on adapte en rentrant d'autres organismes de formation, notamment pour l'industrie agroalimentaire. On a fait entrer IFRIA avec nous pour des modules qui étaient plus personnalisés. Le but, c'est de vraiment personnaliser au maximum la formation. Et peut-être Johan Bousquet, merci. Johan Bousquet, pour rebondir sur cette logique, je crois que c'est à Delta Nov Cablotum, vous avez fait le choix, parce que c'est un choix, de prendre une dizaine, je crois, de stagiaires pour répondre à la montée en puissance de l'activité, parce que vous êtes en croissance. Pourquoi ce choix et quel premier bilan? C'est peut-être un peu trop court pour faire un bilan, parce que ils sont dans votre entreprise que depuis 2 mois, mais enfin, pourquoi ce choix déjà? Alors effectivement, c'est une initiative qui a beaucoup de sens. On peut déjà dire que c'est une réussite. Une réussite parce que les mots ont été dits, c'est-à-dire que le bassin de l'emploi évolue, malheureusement un petit peu moins vite que les besoins, que la demande des industriels et que le marché. En revanche, de par les années passées, les compétences parfois se sont perdues, des savoir-faire ont mal été transmis, n'ont pas été transmis. Donc aujourd'hui, on reprend les choses à la base
Et quelque part, c'est un petit peu l'entreprise qui vient vers le demandeur d'emploi, plutôt qu'on attendait, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'on passe une annonce et puis tout de suite on récolte. Non, là, il va falloir semer, il va falloir réadapter. Et le partenariat fonctionne parce qu'en fait, nous, entreprises, ce qu'on sait faire, c'est quelque part juger d'un savoir-faire. En revanche, le savoir-être, il faut du temps pour le tester. Et là, France Travail, le partenariat, ça a été déjà d'identifier des candidats. 50 candidats ont été présélectionnés. Sur ces 50, 30 ont dit « Ok, je veux venir en entreprise, passer une demi-journée en tant que câbleur pour la société Cabletom et technicien chantier pour Delta Neuve. » Et sur ces 30, 10 ont été sélectionnés, validés, pour entrer dans un programme de formation. Et à l'issue de ces 10, on a 10 CDI à offrir, 3 sur la partie câblage et 7 sur la partie chantier. Donc oui, c'est une réussite, on peut en témoigner déjà quand on va dans l'atelier, enfin, vous qui êtes dans l'industrie, on le sait, quand on met les pieds dans une entreprise, on voit l'ambiance. On voit la manière dont les gens se parlent, la manière dont ils réagissent. Et ça se sent, et c'est déjà très positif. On a déjà embauché un CDI, donc pour nous, c'est déjà le pari relevé. Et sans Eden, vous n'auriez pas pu aller aussi vite, hein, c'est ça? Oui, alors j'avais pas encore la chance de faire partie de l'aventure à l'époque, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'Eden en fait nous a permis d'aller vers ce dispositif qu'on ne connaissait pas, de rejoindre donc un programme collectif pour déjà apprendre, pour ensuite se dire ok, on se l'approprie, on veut le faire chez nous. Et donc on crée notre propre programme de formation, quelque part on aménage notre lieu de travail pour un collectif, parce que c'est pas rien hein, dans une PME, quand on a 15 salariés qui travaillent en ligne, d'accueillir 10 stagiaires, c'est aussi, il faut de la bienveillance, il faut de la solidarité, donc ça s'organise. C'est quoi les compétences que vous recherchez? Déjà, c'est ça. Très, très précisément, ouais. Alors, des valeurs. Les valeurs, on les a mis au clair, de la solidarité, de l'engagement, de la confiance en lui, en ses collaborateurs. Ça, c'est les soft skills. Et là-dessus, je crois que Lisa, tu nous en parleras tout à l'heure sur les tests que vous faites. Et derrière, techniquement, c'est de l'habilité, c'est de l'agilité qui vont lui permettre d'aller vers des métiers techniques liés à l'électricité. On ne va pas demander une maîtrise de la norme électrique C1500 tout de suite. On va par contre demander à respecter un schéma de câblage, à savoir dire quand il se trompe, à savoir lever la main, d'avoir besoin d'aide, et puis de s'auto-corriger aussi, voilà, d'être dans une démarche de progrès, et puis de l'engagement. On veut de l'engagement. Oui, sur les méthodes de sélection, les méthodes de recrutement par simulation, en un mot. Oui, en fait, quand ils ont décidé d'adhérer à ce dispositif, une fois qu'on a eu fait le sourcing, qu'on a eu sélectionné les candidats, il y a eu des petits échanges de 3-4 minutes en fait, juste pour vérifier l'intérêt et si tout avait été bien compris sur ce qu'on allait attendre d'eux. Et derrière ça, nous, ce qu'on a proposé à Mathieu Dossa, qui a passé les entretiens, c'est de faire passer au candidat des tests c'est la méthode de recrutement par simulation. Ce sont des tests en fait d'habileté, c'est-à-dire que c'est sans CV, c'est sans diplôme. On vient et on teste l'habileté du candidat. C'est-à-dire qu'on fait une analyse en entreprise avec des salariés sur ces métiers-là, les métiers de câbleur ou de technicien. On fait passer ces tests à des salariés, ça on obtient une note seuil. Et à l'issue de ça, on recrée des exercices dans nos locaux, dans lesquels on va mettre en situation en fait, les candidats pour vérifier si, malgré leur méconnaissance du métier, ils ont l'habileté pour le poste. Et ça permet, et pour le candidat, de prendre grandement confiance en lui, parce que quand on n'a jamais eu de diplôme, quand on n'a pas réussi à valider une formation, se dire qu'aujourd'hui on a les habiletés, on se présente devant un employeur en disant « c'est vrai que j'ai jamais fait ton métier, mais j'ai les compétences, enfin en tout cas j'ai l'habileté pour l'exercer, et je suis en capacité d'apprendre ». Et ça c'est une belle méthode. Johan Bousky, un mot aussi sur la féminisation dans vos recrutements. Je sens que vous avez changé en effet votre façon de communiquer chez Delta Neuve. Oui, changer, pas tant que ça, mais en tout cas, peut-être qu'on l'a un peu révélé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de talents chez nous, de talents féminins, qui étaient peut-être pas mis en avant, ou en tout cas tout autant qu'un autre, alors que finalement, dans nos métiers, quand on a du mal à recruter, on se dit où est-ce qu'on peut chercher les compétences. Alors on parle des personnes en demande d'emploi, et puis peut-être il y a des publics qu'on ne sait pas aller chercher, qui équilibrent aussi des équipes.
le rôle d'une femme dans un milieu d'hommes, ça temporise les tempéraments, enfin, il faut l'expérimenter. Et là-dessus, donc mettre en lumière... Je ne peux que confirmer. Ouais. T'es bien placé. Non, voilà, donc ça a été féminiser nos offres d'emploi dans le wording, ça a été d'avoir un affichage qui met en avant, et puis des témoignages. Pas mal de personnes, de collaboratrices sont venues témoigner dans les lycées, dans les écoles. Des personnes qui étaient surtout sur du câblage, par exemple, se sont dit « Ok, ben, je vais animer un PowerPoint, oui, je peux le faire, on va t'accompagner pour ça », et c'était super. Merci, merci Yoann. Peut-être un mot, Lionel, je ne vous avais pas oublié, sur l'implantation de Polytech à Béziers. Pourquoi cette implantation à Béziers? Pourquoi maintenant? Enfin, c'est pour quand? C'est pour ce mois de septembre. Là, oui, c'est ça. Donc pourquoi Béziers? Pourquoi maintenant? Et le rôle que Eden a pu jouer dans les négociations, dans l'approche. Alors bonsoir d'abord à tous. Alors c'est pas parce que les terroirs viennent pas à Montpellier qu'on s'installe à Béziers. Hein, voilà. Donc il y a eu un choix multiple en fait. C'est pas un nouveau projet. C'est un projet, on en a déjà discuté il y a plus d'une dizaine d'années. C'est une idée, ça tourne. Et puis en fait, ça s'est concrétisé à partir de 2021-2022, en même temps que Eden se mettait en place, finalement. Et c'est là où on est rentré dans le concret. On est parti d'un constat aujourd'hui où il y avait et notamment une discussion avec le proviseur du lycée Jean Moulin. Il me disait, mais j'ai des très bons étudiants, mais malheureusement, socialement, ils ne viendront jamais sur Montpellier. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est que socialement ils ne peuvent pas. Et ça fait qu'un tilt à un moment donné de se dire mais pourquoi? Et le rôle aussi d'une école publique, c'est d'être sur les territoires. On est déjà sur Nîmes avec une centaine d'étudiants. Donc Béziers nous a paru effectivement naturel. Il y a un magnifique territoire d'industrie, besoin de compétences, le projet Genvia SLB, Eden qui se met en place. Et donc on parle d'écosystème. C'est vraiment ça en fait. C'est cet écosystème-là qui a porté le projet. Il a tellement porté fort qu'on est arrivé à convaincre aujourd'hui, et puis je le dis, parfois on tape sur l'État, mais là aujourd'hui je remercie l'État, parce que l'État aujourd'hui est venu mettre donc une masse financière qui nous permet d'embaucher des enseignants. Il y a eu un certain nombre d'enseignants à l'IUT, donc on continue maintenant avec Polytech, qui nous permet d'ouvrir dès septembre prochain. Je remercie les collectivités, la région qui accompagne l'agglomération effectivement de Béziers. Et donc vous voyez que cet écosystème-là, c'est ensemble qu'on est allé le chercher. Voilà, et chacun a mené et a contribué à faire en sorte qu'on puisse avoir une filière d'ingénieurs qui permet vraiment d'avoir un continuum aussi sur l'ensemble du site. Vous démarrez avec une quinzaine d'étudiants, hein, et c'est une 60 environ dans 3 ans. Voilà, normalement 3 ans, une soixantaine d'étudiants. On commence effectivement parce qu'on vient d'embaucher les premiers enseignants, qu'il faut tout mettre en place. Ouais. Et donc on va effectivement le faire par étapes, mais c'est une quinzaine d'étudiants effectivement à la rentrée. Je sais qu'il y a quelques étudiants de la licence IA aérobotique qui ont postulé par là. Donc voilà, donc c'est aussi l'objectif, c'est d'avoir effectivement des étudiants de territoire, mais aussi un diplôme national qui est un diplôme d'ingénieur, c'est aussi faire venir des compétences aussi sur Béziers. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ce mixte qu'on va essayer de rechercher. Et vous m'aviez parlé d'un site pilote d'apprentissage, de formation. Tout à fait. Je ne sais pas si on pouvait en parler. Alors, comme vous m'en aviez parlé, c'est peut-être un projet encore. C'est un projet. C'est intéressant. En 2 mots, ça consiste en quoi? L'idée ne vient pas de moi, elle vient effectivement des industriels. Et j'ai trouvé cette idée effectivement extrêmement intéressante. C'est une forme de lieu de totem autour de l'industrie. Donc avoir un lieu de totem sur Béziers qui démontre ce que c'est que l'industrie. Qu'on puisse y faire de la formation, qu'on puisse avoir une ligne pilote. Théorique. Que ce ne soit pas uniquement théorique. Et je pense effectivement aux collègues de SLB qui essayent de porter actuellement ce projet-là. C'est un travail aussi avec Eden. Là-dessus. On pourrait même solliciter la région à un moment donné pour avoir peut-être du financement sur un tel projet. Mais l'idée, franchement, voilà, c'est d'essayer d'avoir un lieu totem qui permette justement à l'industrie d'être représentée sur un site. Et ces lieux totems, ils sont indispensables. Que ce soit Béziers, que ce soit Montpellier, que ce soit Nîmes. Et on en a besoin, je pense, pour redorer le blason de l'industrie. Merci. Jalil Benabdillah, c'est un cap assez important fixé par la présidente Carole Delga. C'est vrai qu'elle en parle souvent, que les formations aillent vers les territoires, aussi territorialiser les territoires. Là, on est là-dedans. Absolument, on a, avec les PU, les
si on essaie d'essayer à travers nos structures qui sont les universités, les grandes écoles, les instituts déjà installés pour qu'ils puissent aller dans les territoires et être au plus près des écosystèmes. Et comme tout à l'heure, vous avez raison de rappeler le travail qu'on fait avec l'État, j'ai fait quelques reproches généraux sur la politique nationale. On a beaucoup moins de difficultés avec l'État décentralisé et il faut dire qu'on travaille de manière très intelligente. Et si la région est un des premiers qui a profité de France 2030 régionalisée, c'est aussi parce qu'on a cette intelligence collective avec l'État décentralisé. Donc la difficulté, elle est souvent vient quand l'État lui-même n'est pas suivi par certaines décisions parisiennes. Donc je reviens sur la formation, c'est un enjeu majeur, c'est important, mais on a aussi perdu des financements sur l'apprentissage. Les entreprises ont été aussi, ça ne va pas dans le sens de ce qu'on avait imaginé, et donc tout cela veut dire aussi donc, une remise en cause un petit peu de cette dynamique, et donc on doit faire de la compensation, et les régions, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons perdu 36 millions d'euros sur le budget de la région cette année, c'est 200 millions d'euros sur les 3 dernières années, ça fait beaucoup d'argent, on ne peut pas être dans la compensation en permanence, l'État va se désengager des pôles de compétitivité, il demande aux régions de compenser. On ne va pas pouvoir compenser alors que d'un côté on nous baisse les dotations et de l'autre côté l'État se désengage. Donc c'est surtout ça sur quoi j'alerte. Je ne suis pas pessimiste. On fait au mieux, on concentre, on recentre sur l'essentiel, sur la plus haute valeur ajoutée. Et c'est avec des écosystèmes construits, avec de la confiance, qu'on arrive à imaginer des politiques très efficaces et très localisées. Johan, avec Facero, là, vous allez lancer un programme d'insertion de personnel handicapés. Est-ce que vous pouvez détailler en quelques mots ce projet et aussi ce qui vous motive à le lancer? Oui, bien sûr. Donc ce programme, alors avec Facero, les liens démarrent, si je puis dire. Ils étaient déjà noués avec la structure. On est en train de voir comment on peut créer, bâtir un programme. Ce programme, en fait, il est né par les hommes, en fait. Quand on a une personne handicapée au sein d'une entreprise, c'est le collectif qui s'organise, c'est la personne qui aussi cherche à comprendre les processus. Et aujourd'hui, on a eu envie d'être accompagné par une, voire deux associations pour établir un programme. Là, en l'occurrence, la personne dont on parle est malentendante et a un rôle de manager. Donc il y a une certaine dichotomie, manager quand on est atteint de surdité, et ça fonctionne déjà. Par contre, on peut mieux faire. Et pour nous, ça serait c'est assez inspirant de permettre à des personnes malentendantes ou qui ont un autre handicap d'être mieux intégrées. Le numérique a sa place, puisque on fait un gros travail de numérisation de nos process. Là, on parle de Cableton, donc usine qui fabrique des armoires électriques, et c'est comment on va permettre à cette usine de processer, de numériser ses process, et à cette personne notamment de mieux s'approprier donc le système d'industrialisation et de gestion de la production. Ça, c'est pour cette personne-là. On a d'autres personnes handicapées, et là, on parle de table élévatrice avec des niveaux. Donc, c'est comment on facilite le travail de chacun, et Facero, pour ça, est une fondation qui peut nous aider, mais il y a aussi d'autres associations. Et c'est aussi un critère important dans les appels d'offres. Oui, c'est un critère important. On s'est rendu compte que parfois des marchés sont gagnés par des grands donneurs d'ordre, et il y a des clauses d'insertion dans ces marchés. Et que nous, PME, quand on répond à ces marchés, si on sait mettre en avant et identifier, valoriser les heures d'insertion, à ce moment-là, ça peut être des notes qui vont nous empêcher de baisser trop nos marges pour aller chercher d'autres critères plus qualitatifs. Donc voilà, donc pour les jeunes générations qui arrivent, et pour vous étudiants, effectivement, ces côtés insertion, travail finalement, quand on est un jeune ingénieur, on voit que même des PME comme nous, quand on cherche à numériser, c'est comment on remet l'homme au centre des process industriels. Et comment on est plus productif. On parlait de compétitivité, c'est le nerf de la guerre. Il y a des grands groupes qui sont prêts aussi à mettre un peu plus cher, parce qu'ils ont vendu leur marché un peu plus cher pour avoir de la qualité sociale au final. Donc voilà, l'homme, la technologie, tout ça, je pense que c'est au cœur de nos enjeux d'ici 2030. Quoi. Merci Johan. Peut-être un mot pour les entreprises qu'il y a dans la salle ce soir, Lisa ou Catherine, vous parliez du parcours Eden, mais vraiment en un mot, s'il y avait un appel à leur lancer, est-ce que le parcours Eden pourrait être davantage utilisé, un appel en quelque sorte?
Moi, je dis que l'appel aujourd'hui, c'est ce que Lisa dit, on travaille beaucoup ensemble, donc nos vocabulaires, on doit travailler différemment, recruter différemment. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, on doit absolument renforcer le maillage entre l'entreprise et l'école. Et donc, il faudrait si mon rêve se réalise, c'est une école industrielle et une entreprise apprenante. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille énormément par le biais de l'alternance, mais par le biais aussi de ce qu'on fait avec l'EDEN, c'est-à-dire qu'on doit mettre au service des entreprises des formations adaptées à leurs besoins. Ce sont des mécanismes qu'on connaît, c'est l'offre, la demande, et de travailler ensemble. Donc, en soi, c'est pas compliqué, ça demande juste de l'énergie, mais comme on en a beaucoup, voilà. Et je souhaite à toute personne de se rendre compte de ce qu'on est en train de vivre ici, à Pessier. Parce que là, je pense qu'on ne se rend pas compte, mais dans quelques temps, je suis sûre que vous pourrez vous retourner et vous pourrez dire « j'y étais ». C'est beau. On peut l'applaudir. Merci. Merci Augustin. Peut-être, Jalil, un mot de conclusion sur l'ensemble de cette séquence, de cet atelier, finalement assez dense. C'était en format atelier. On a appris, j'espère, pas mal de choses. Et si M. Azé veut dire une conclusion aussi, je ne sais pas s'il y a un petit rapport d'étonnement. Oui, non, mais c'était très intéressant. On a coché toutes les cases. Et je peux vous assurer que la région est mobilisée sur tous ces sujets, hein, que ce soit l'emploi, la formation, évidemment l'industrialisation, l'accompagnement. On n'a pas parlé de financement, on n'a pas parlé d'attractivité. Mon ami Patrice Cayenei pourrait vous parler du récit que doit avoir une région et un territoire pour pouvoir attirer, mais aussi pour pouvoir rayonner, et donc quelle est la perception que les autres ont de nous, que ce soit en France ou que ce soit à l'international. Donc il faut un tout pour faire vraiment rayonner. Alors il y a l'industrie, l'innovation, la formation, tout ce qu'on a dit, mais il y a aussi tout cet environnement social, sociétal qui est important, la culture, les associations, la garde d'enfants, le travail du conjoint, les mobilités, enfin il y a tout ça, bien sûr, pour faire un écosystème favorable. Je finis par deux citations, une pour les élus et les responsables politiques que nous sommes, tous les institutionnels en charge, et puis une pour les industriels. Pour les élus, c'est Albert Camus qui a dit « La meilleure générosité envers l'avenir, c'est de tout faire au présent ». Donc c'est maintenant qu'il faut agir, il ne faut pas attendre demain. Et pour les chefs d'entreprise et pour les institutionnels et les académies qui sont là, c'est Henry Ford, un politique, mais surtout un grand industriel, qui a dit « Se réunir, c'est un début, rester ensemble, c'est un progrès, travailler ensemble, c'est la réussite ». Merci. Des citations Non, la barre est mise très haute. Non, mais je ne sais pas si je vais conclure, mais en tout cas, je suis ravi ce soir d'avoir pu vous accueillir. Régulièrement, on s'interroge, notamment depuis les réformes nationales sur l'apprentissage, etc., de l'avenir. On parlait encore un instant avec Lionel. À vous voir tous ce soir dans l'amphi, voir la dynamique qu'il y a sur le territoire, avec l'EDEN, je trouve moi personnellement que c'est rassurant. J'espère que ça rassure aussi les collègues enseignants et étudiants qui sont dans la salle. On voit qu'on est dans un bel élan qui a été initié en 2021 avec l'EDEN et qui se poursuit. Et je pense que c'est pas si simple que ça. Donc tous les acteurs autour de la table font en sorte que qu'elle soit dure. Et je pense que ce soir, vous faites la preuve vivante que vous êtes là, vous avez pris de votre temps et que vous êtes dans cette belle énergie et que j'espère que ça continuera. Merci. Merci, Jérôme.